Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Attendez, l'émission a commencé. Le prénom du gamin, c'est marqué le jeune héros. On commence par Gabrielien. Et c'est sa rencontre avec un vendeur de glaçons. Il ne faut pas confondre canif avec caniche. Je l'adore, c'est exactement pour ça. le public. Il découvre que Romain. Romain. Je vais niquer. Je savais que cette phrase ne mènerait nulle part. Depuis le début, là, c'est gardé dans le montage. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Parlons Art. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du Close-Up, nous allons évidemment vous parler de 28 ans plus tard, le Temple des Morts de Nia Da Costa. Nous sommes évidemment toujours accompagnés de notre cher Ethan. Comment tu vas ? La très grande forme aujourd'hui. La très très grande forme. Ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré d'épisode. Ouais, de close-up surtout, ça fait un petit moment. Et là, ça va être bien de pouvoir parler dans un format plus court de ce nouveau film sorti au cinéma. C'est vrai. On vient juste de découvrir il y a quelques jours à peine et qui fait suite à 28 ans plus tard, qui va nous permettre de raccrocher les wagons avec tout ce dont on a déjà parlé. Complètement. Voici d'abord le synopsis. Le docteur Kelson noue une relation aussi troublante qu'inattendue, dont les répercussions sont susceptibles de bouleverser le monde. De l'autre côté, la rencontre entre Spike et Jimmy Crystal tourne au cauchemar. Alors Ethan, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Eh ben, c'était bien d'avoir tout de suite une suite quelques mois après le film de base. Ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Ils l'ont tourné, je crois, en même temps, donc ça permet ce type de procédé de production de pouvoir. Ils ont plus ou moins les mêmes décors et donc ça permet de bien avoir tout de suite une suite qui est ancrée dans nos mémoires et ça c'est plutôt agréable de suite. Complètement. Alors on va sans doute spoiler dans cet épisode, donc si jamais vous n'êtes pas au fait. Oui, vu qu'il est très récent. Vu qu'il est très récent. Pour une fois, et surtout on a envie de rentrer dans le détail, je pense, parce qu'il y a quand même quelques éléments intéressants. Mais de manière globale, j'ai passé un bon moment. Ouais. Je trouve qu'il rentre bien quand même dans la continuité du deuxième. Si c'était un point majeur, effectivement, c'est la réalisation qui est, elle, très différente du premier. On avait un Danny Boyle dans le premier film qui expérimentait beaucoup. On en avait parlé dans notre épisode. C'était quand même quelque chose de très expérimental avec l'utilisation d'iPhone, beaucoup de très longues focales pour aller chercher des personnages au loin, etc. Des caméras infrarouges de souvenirs. Enfin, beaucoup d'éléments, de procédés qui sont très très différents de ce qu'on peut voir d'habitude. Et là, on va être dans ce film sur des procédés de réalisation plus classiques, qui n'empêchent pas d'avoir des grands moments, des belles images, etc. Mais exactement. Ça va un petit peu moins expérimenté. Moi, j'ai juste noté quand même qu'il y avait l'alpha qu'on suit en caméra POV, un peu comme certains plans du premier. Complètement. Mais sinon, on est sur quelque chose de plus classique et on va se concentrer pour moi plus sur l'histoire et les personnages dans ce deuxième film, plutôt que sur l'environnement lui-même qu'on commence à connaître déjà. Ouais. On a déjà les bases avec l'alpha, les zombies qui ont un petit peu muté. On a le docteur Yann aussi qui est un personnage clé. Complètement. On a déjà tous ces éléments, donc on va vraiment développer plus l'aspect de la secte de Jimmy et tout ce qui en découle et les relations que ça crée entre les personnages. Et il développe pour moi mieux, en tout cas, après réflexion que le premier, comment on se construit 28 ans après une pandémie, en tout cas. Et comment les mentalités ont évolué, les chemins ont bifurqué. Ouais, complètement. Bah écoute, je pense que... en tout cas, moi aussi, j'ai préféré cet opus-là parce que je suis moins fan de la réalisation de Danny Boyle et les choix artistiques de Danny Boyle sur cette saga, sur cette trilogie. Mais du coup, là, comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus cadré, on retourne à un cinéma un peu plus traditionnel. Donc, c'est ce que j'ai préféré. Et il y a aussi quelque chose le contexte a été mis dans le premier. On connaît les personnages qu'on a, donc il y a quelque chose de qu'est-ce qu'on développe maintenant. Et effectivement, le personnage de Ralph Fiennes, qui était très intéressant dans le premier et qui méritait d'être développé dans le deuxième, est pour le coup très bien développé, et ça permet d'avoir quelque chose de plus développé sur moins de choses, mais ce qui raconte pour moi plus de choses sur effectivement les rapports humains, de, comme tu l'as dit, comment ça se construit 28 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été un peu toutes les conséquences, les dérives, les choses comme ça. Effectivement, ce côté secte, ce côté un peu sataniste, évidemment, qui est beaucoup
mis en avant dans ce film et de quelles sont voilà, les dérives quand quelqu'un a de l'emprise sur les autres. Donc non, c'était un bon film de divertissement. Pour moi, il est meilleur que le premier dans tous les cas. Maintenant, à voir ce que Danny Boyle fait avec le troisième, dans quelle continuité il va être, et ce qu'il va développer, ce que Ralph Fiennes a trouvé à la fin, enfin le Dr. Kelson, et ce que ça va être développé dans le prochain. Je pense que c'est un peu le sujet du troisième opus. Donc on verra un peu ce qu'on a là-dessus. Parce mais que c'est Danny Boyle qui doit réaliser le troisième. Il me semble, ouais. Il me Ok. semble qu'il retourne à la réalisation sur le troisième. Donc, Qui n'est d'ailleurs pas encore confirmé. En fait, ça dépend du succès du deuxième pour l'instant, film. qui est un premier et deuxième peu film. compliqué. Il a plus de mal à trouver son public que le premier parce que je pense aussi qu'il y a eu un engouement avec le 28 ans plus tard parce que c'était tellement longtemps après le 28 semaines, etc. On a fait un focus sur les 3 premiers. Donc voilà, ceux qui veulent aller découvrir. Mais du coup, là, je pense que l'engouement aussi par rapport au premier, qui pour moi est un peu faible quand même, parce que après autant d'années, faire un film qui était très court, moi c'est ce que j'avais reproché au premier, c'est que c'était un film très court et du coup qui se permettait pas, ou en tout cas qui prenait pas le temps de développer l'univers qu'il était en train d'essayer d'approfondir, et je trouvais ça dommage. Donc là les gens sont peut-être un peu moins attirés à cause du premier. Et peut-être que s'ils connaissent pas l'histoire, le film va souffrir aussi du manque de tête d'affiche. Alors bon, Complètement. pour les fans de cinéma, ce serait aberrant de dire ça de Ralph Fiennes, c'est voilà. Même Jack O'Connell, on va en reparler juste après. Mais en fait, mine de rien, dans le premier, il y avait Jodie Comer, il y avait Aaron Taylor Johnson, qui permettent en fait d'amener un public un peu plus jeune et un peu plus novice. Et peut-être que ce film-là aussi va en manquer. Mais on le sent un peu plus niche, on le sent un peu plus fait pour les fans de la saga. On sent que c'est moins un film qui se veut grand public. Il y a moins de scènes d'action, il y a beaucoup plus de scènes d'explication. On part pas mal dans l'horreur. Et c'est normal parce que Nia DaCosta, elle avait fait Candyman. Donc voilà, elle est dans un cinéma quand même un peu plus d'horreur. Moi je trouve ça plus intéressant. Maintenant, oui, je comprends que ça trouve peut-être moins son public, mais ça me donne quand même envie de voir ce que Danny Boyle peut faire avec le troisième. Alors c'est dommage parce que je sais qu'il va retourner à sa réalisation un peu déjantée, etc., que moi je préfère dans celui-là, parce que pour plein de choses, mais je trouve que c'est tellement une meilleure expérience d'aller au cinéma et de voir ce film-là avec des beaux anamorphiques, que j'en reparlerai un peu plus tard, mais on a des images qui sont vraiment travaillées, une lumière qui est hyper travaillée, où je trouve que dans le premier, tu te souviens de la fameuse scène de discussion entre lui et son grand-père, qui est mal éclairée, où on peine à voir quelque chose. Limite, il y a du grain sur l'image, c'est un peu du dégueulasse. bruit numérique plutôt de l'iPhone, avec... tu le disais, où tu passes d'un angle à un autre, où tu sais plus où est l'un, enfin, il y a beaucoup de choses qui moi m'avaient déplu, et un petit peu toi aussi, un petit peu moins, mais qui t'avaient quand même déplu dans le traitement. Et là, c'est vrai que j'ai passé un meilleur moment, et ouais, je trouve que ça prend le temps de développer des personnages. Alors j'en ai presque pas assez. Tu vois, je trouve que presque tant mieux, mais on reste un peu sur notre fin à la fin, et on a envie d'en savoir un peu plus, surtout avec l'arrivée de Cillian Murphy à la fin. Évidemment, ça annonce un troisième opus qui va revenir aux bases et qui peut être vraiment intéressant. Donc, écoute, on verra bien ce que ça peut donner. Et revenir sur les interprètes, donc on a notamment Ralph Fiennes, qui réincarne ce docteur qui est très très puissant encore, qui a encore un plus grand rôle dans ce film. Qui se retrouve un peu en chaman, docteur, dernier rempart, on va dire, de l'humanité sur cette terre désolée. Complètement. Et qui a un rôle hyper important. Qui a un rôle très très important, qui livre une très très belle prestation, encore une fois, en ermite, un petit peu, tout seul dans cette apocalypse, et qui est très touchant comme personnage. On voit qu'il essaie de se raccrocher à l'humanité, il met de la musique, etc. C'est ça. Il se trouve un nouvel ami en la personne de l'alpha, et ça crée un décalage qui est quand même assez rigolo entre un humain et un affecté, où en fait on voit que en faisant les bonnes choses, il arrive potentiellement à recréer un lien, une connexion avec
un infecté. Et à les soigner, Et à le soigner, théoriquement, voilà, c'est ça, d'en refaire quelqu'un d'humain. Et il y a plein de scènes un petit peu lunaires avec ça, où il drogue l'alpha et puis il danse avec lui, où il lui chante des chansons. Mais tu sens que l'acteur de base, tu sens qu'il s'amuse vraiment et qu'il prend ce rôle vraiment de manière assez légère, mais comme est un peu le personnage, où tu sens qu'il a un peu pas perdu les pieds, mais bon, voilà, qui meurt aujourd'hui ou qui meurt demain, ça change plus grand chose. Ça change plus grand chose. Il est seul depuis des années. Justement, ce lien qui vient se recréer un peu avec un infecté, tu vois, il y a quelque chose de bon, c'est un peu la seule personne qui lui reste. Il a créé un lien depuis des années avec lui, mais là, ça devient de plus en plus fort et ça lui permet aussi de faire des expériences, de voir à quel point... de s'occuper l'esprit aussi. Tout à fait. On sait à quel point c'est important quand on est seul, exactement. Dans un monde pareil, de tester des trucs, d'avoir un objectif aussi, à poursuivre. C'est très important. Je pense que c'est exactement de s'occuper et de se dire, ok, je le fais pas pour rien, en tout cas, j'essaye de faire des choses complètement. Et puis, on a Jack O'Connell qui est vraiment une belle révélation entre ça et Sinner. Et d'ailleurs, les acteurs dans pas mal de vidéos promo, on va dire, avec les acteurs de Sinners, j'en avais vu une où ils demandaient à plusieurs acteurs du film qui est la personne qui a le plus de chances de réussir à la première prise, et ils avaient tous dit Jack O'Connell. Et c'est vrai qu'il a une force de caractère, une force d'interprétation, je trouve, cet acteur. Je sais pas si je l'ai vu dans d'autres films, mais je trouve que ça va être quelqu'un à suivre. Potentiellement. J'ai vu qu'il était dans Les Points contre les murs et de Back to Black, c'est le film d'Amy Winehouse. Mais sinon, non. J'ai pas l'impression que c'est encore quelqu'un de très confirmé, même s'il commence à se faire un petit nom. Je l'ai trouvé vraiment charismatique. Et le rôle lui colle bien. Exactement. Avec tous ses bijoux, où il joue beaucoup avec ses mains et avec les bagues qu'il a sur les mains. Voilà, ça crée un personnage un peu mystique et effectivement où tu sens qu'il a une emprise hyper malsaine sur les Jimmys justement. Et non, ça crée un personnage vraiment très intéressant. On pouvait avoir peur à la fin du premier de partir dans un délire où il y avait un gang bizarre qui déboule de nulle part et tu te dis les ninjas, les Power Rangers, c'était très très bizarre. C'est exactement ça, les Power Rangers avec leurs perruques et leurs machins, leurs couleurs, chacun leur couleur. Et au final, je trouve que ça s'avère assez intéressant comme représentation. En fait, on aurait pu typiquement dans ce genre de film partir sur un groupe un peu hardcore, un peu comme on aurait pu voir dans The Walking Dead, ou des communautés très difficiles qui se forment entre elles, très sombres, très dans des... Alors que là, ils prennent le contre-pied dans l'histoire, et Alex Garland, le scénariste surtout, de faire une espèce de troupe un peu haute en couleur, qui n'en reste pas moins très violente et très sombre. Avec les Teletubbies, etc. Où on revient au premier volet, où on fait un lien au tout début, exactement. Même avec l'église, comme quoi le personnage de Jack O'Connell, Jimmy Sir Crystal, c'était un enfant de pasteur, etc. Ça nous rappelle un peu la toute première scène du premier 28 ans plus tard. Tout à fait. Et donc, ils choisissent de faire un groupe qui n'est pas sombre, qui n'est pas... renfermé sur lui-même, mais qui est très expressif, très excentrique, mais qui n'en cache pas moins une part de méchanceté, de haine et surtout de ressentiment assez forte, et assez intéressant au final d'avoir pris le thème du diable pour... typiquement, c'est le diable qui a mis ce fléau sur la terre, et c'est logique de le suivre en fait. Exactement, c'est la voie à suivre. Mais je trouve aussi qu'il y a le personnage de Kelly, qui est révélé à la fin, et la relation qu'elle noue avec Spike, qui est vraiment intéressante, de ce truc de... Même les deux derniers qui restent dans les Jimmy, où tu sens que ils savent qu'ils sont sous l'emprise de quelqu'un, qui doute de la personne qu'ils suivent. Tu vois, il y a vraiment ce truc très intéressant de se dire... Ok, certes, le gars a une emprise de ouf, mais eux, ils ont quand même du recul, et même si le monde est complètement dans un chaos les plus profonds, tu sens qu'il y a quand même ce truc de est-ce qu'on fait vraiment les bons choix ? Est-ce qu'il y a
est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui cloche quand ils sont en train de faire l'acte de charité? Oui. Tu vois, tu sens que tout le monde est un peu mal à l'aise, même les plus confirmés vomissent, etc. Enfin, tu vois, donc il y a un truc très intéressant qui se crée. Et puis, pour la suite, moi, ça m'intrigue quand même parce qu'on va suivre du coup ces deux personnages-là, celui de Kelly et Spike, avec le personnage de Cillian Murphy. Je pense que peut y avoir peut-être un dernier opus, s'ils le font, qui peut être une belle conclusion à cette saga, qui a ses points positifs et ses points négatifs pour moi, mais qui reste très intéressant. Et on a ce groupe des Jimmy qui a une belle construction, donc encore une fois assez osé de leur avoir mis des joggings, de couleurs, des perruques, de créer tout un mystère autour d'eux. Il s'appelle les doigts. Ça pourrait être un peu comme les doigts de Dieu, etc. Complètement. Et au final, Sir Jimmy Crystal qui pense entendre des voix, etc. et qui en joue pour conserver son influence sur tout ce groupe-là. Et effectivement, ça donne lieu aussi à cet acte de charité où en fait ils investissent une maison avec des occupants qui essaient de survivre tant bien que mal. Et eux, ils arrivent, ils saccagent tout, et puis au final, ils torturent de manière très violente. C'est-à-dire qu'on est sur de l'écorchement vif, ce qui est absolument atroce. Et donc, on est sur quelque chose de très douloureux, très très dur. Et effectivement, ça dure pendant des heures, et on est sur un supplice qui impose Sir Jimmy Crystal comme l'antagoniste parfait, qui est un peu rigolard, un petit peu narquois, mais qui n'en conserve pas moins toute sa haine, toute sa violence interne. Toute sa violence interne, c'est ça. Et puis en plus, ça sied bien au personnage. On voit qu'il a les dents pourries. Et c'est des trucs cons, mais c'est des petits détails que j'ai remarqués, mais que ce soit la peau des acteurs qui est marquée, que ce soit les dents qui sont pourries, effectivement, il n'y a plus de dentiste dans ce monde-là. Ça fait 28 ans que les chicots tombent. Donc, on est revenu au Moyen-Âge. C'est ça. Donc littéralement, c'est des petits détails, mais qui font leur réalisme. Ça m'a bien plu. Et il y a aussi un autre point, au final, c'est que toute cette concentration de relations de personnages dans le film fait qu'on voit beaucoup moins d'infectés par rapport au premier. Et ça, c'est un point qui est beaucoup plus en retrait par rapport au premier. C'est plus le sujet, et le sujet, c'est vraiment essayer tant bien que mal de survivre dans ce monde et de trouver des solutions, de trouver quelque chose à faire en fait, parce que finalement les Jimmys en fait ils ont un but entre guillemets. Le but c'est de recruter des gens, un peu de nettoyer, on va dire, la terre. Enfin, tu vois, il y a un truc quand même où ils essayent de se donner une mission. Le docteur, lui aussi, il a une mission de conserver les morts, d'en faire un cimetière, mais aussi de trouver un remède. Donc, il y a plein de choses qui sont en fait, comment les humains, après une tragédie pareille, se trouvent des objectifs différents. Et c'est vrai que la démarche du docteur Ian Kelson, elle est étrange de prime abord, de conserver tous les ossements, mais elle est très belle au final. Complètement. Et c'est une manière de tous leur rendre hommage plutôt que de les enterrer, de les mettre hors de vue de tout sur le monde. Ça, surtout que entre guillemets, ils y peuvent rien, quoi. Tu vois, ils sont toujours vus, les zombies, comme les méchants, mais c'est entre guillemets pas leur faute. Tu vois, ils sont un peu c'est les pièces du puzzle. Donc, c'est ça, c'est la maladie. Mais effectivement, je trouve ça intéressant qu'ils ne soient pas revenus sur que ça, parce qu'on avait compris que maintenant ils étaient intelligents, qu'il y avait des alphas, etc. Donc il n'y avait plus besoin de revenir là-dessus, et maintenant on était ancré dans ce monde. C'est un peu comme, je reprends The Walking Dead comme exemple, mais au fil des saisons, le zombie devient accessoire, alors parfois un peu trop, mais pour se concentrer sur la nature humaine, ce qu'elle peut devenir en cas de crise, de conflit. C'est ce qui devient intéressant, et effectivement, on les garde dans un coin de la tête, et ça leur crée à un moment donné la perte de quelqu'un dans le film d'ailleurs, mais c'est pas là-dessus qu'on va faire le film, et c'est pas ce que ça veut raconter, parce qu'au final les zombies, ça raconte pas grand-chose en soi comme sujet. Oui, c'est toujours ce qu'il y a autour. Exactement. Et on a une belle séquence de fin, moi j'aime beaucoup. Incroyable. Quand le docteur il sort. Tu parles de celle où il y a Iron Man. Moi je parle vraiment de la scène de toute fin où elle est très très belle aussi. Avec Cillian Murphy et la musique qui commence. Oui, ça c'est presque le caméo, l'outro, etc. Mais moi ça m'a chopé. Ça m'a chopé là-dessus. Oui, de revoir la musique originale. Mais mec, cette musique est magnifique, surtout elle est
elle est exceptionnelle dans les premiers volets, et là, le fait de la retrouver, tu sens qu'il y a quelque chose de... C'est bientôt la fin aussi de cette saga, on arrive bientôt au terme, et franchement, il y a quelque chose de très nostalgique qui est revenu. Ça. Quoi. Et puis le fait de tout de suite voir que Cillian Murphy il est seul avec sa fille, potentiellement sa femme est décédée, ou on se dit ok, il y a des choses à raconter, il s'est passé quelques trucs. Et qu'il a trouvé un but aussi, parce qu'il continue à faire de l'éducation, il parle d'histoire, etc. Donc il y a quelque chose de très intéressant de comment tu... Un peu comme la société, la première, dans le premier opus, la société qu'ils avaient créée entre eux, tu vois, où tu reviens à effectivement, tu vas à l'école, tu as des commerces, tu as des... Oui, dans 28 semaines plus tard, effectivement. Même dans 28 ans. Tu sais, sur l'île, ils avaient remis un petit peu tout ça, et du coup, c'est vrai qu'il y a... Comment est-ce que tu reviens à des choses plus classiques dans ce monde quand t'es pas Sir Jimmy Crystal, tu reviens à des essentiels. Exactement. Quand tu trouves pas un truc farfelu à faire, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là où The Walking Dead était intéressant aussi. Et l'exemple est bon de se dire, ok, c'est vrai que là c'est sur 8 saisons, voire plus maintenant, je sais plus combien ils sont, mais c'est vrai que t'as le temps de développer et de qu'est-ce que tu ferais? Enfin, tous les travers humains en fait finalement. Mais moi ce que j'aimais bien c'est aussi cette séquence finale sur du gros Iron Maiden. Exactement. Où il joue la carte de aller Satan à fond, et puis on fait une grande mise en scène, etc. Et je trouvais que c'était assez rigolo et que ça marchait bien comme finale, en tout cas. C'était agréable de le montrer de cette manière. C'était très agréable. Le son était pas assez fort à mon goût pour du Iron Maiden, mais c'était très agréable. Moi je voulais faire un petit point photo. C'est quelque chose que j'ai envie de tester, que je vais essayer d'apporter dans ces prochains épisodes. Donc, après un premier opus de cette nouvelle trilogie où Danny Boyle filmait le chaos à l'iPhone 15, dans ce deuxième opus, le choix de revenir à un cinéma traditionnel a été adopté par la réalisatrice et le directeur de la photographie, Sean Bobbitt. Niveau caméra, c'est la Arri Alexa 35 qui a été choisie, l'une des caméras les plus haut de gamme de ces dernières années, qui permet de filmer le temple obscur sans en perdre une seule miette. On perd certes des mouvements spécifiques et déjantés, comme on pouvait retrouver dans le premier opus et propre à Danny Boyle et son chef opérateur Anthony Dodd Mantle, mais on récupère une qualité visuelle plus travaillée et plus premium. L'image n'est donc plus sale, mais elle est texturée, donnant une immersion plus intéressante. Côté format, ils ont abandonné le format ultra large du premier de 2,76 par 1 pour revenir à un scope plus classique de 2,39 par 1. Ils ont utilisé des optiques anamorphiques Xelmus Apollo qui utilisent la technique anti-mump, je sais pas comment ça se dit, permettant de changer la mise au point sur les visages sans les déformer. On garde donc l'esthétique de l'anamorphique qui colle parfaitement au format 2,39 mais sans avoir les déformations d'image qu'on retrouve généralement. Et le dernier point intéressant et qui en fait la signature de la saga, c'est le skinny shutter qui saccade les mouvements des personnages. Dans le premier volet où cet effet était réservé aux infectés, ici dans le deuxième volet, Sean Bobbitt applique cet effet également aux humains, décision qui explique que la violence des hommes est devenue indiscernable de celle des monstres. C'était le petit point photo, le petit point... technique. Petit point un peu technique que je vais essayer. Je trouvais ça... Moi, ça m'a intéressé parce que du coup, j'ai appris plein de choses sur la caméra, les optiques qu'ils ont utilisées, etc. Puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. J'essaierai de le faire à chaque épisode. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé de mon petit point photo ? C'était très bien. C'était peut-être un petit peu trop technique sur certains points pour ceux qui n'y connaissent rien. Quand je l'ai écrit, mais en même temps, ceux qui connaissent quelque chose, si je ne rentre pas dans les détails, c'est pas terrible. Non, mais il y a cet effet, rapidement pour rebondir sur cet effet saccadé qu'on retrouve à pas mal de moments qui est assez marquant. Et effectivement, le film garde quand même cette patte que pouvaient avoir les anciens. Complètement. Moi, ça m'a un poil dérangé sur la séquence d'ouverture où ils sont dans la piscine. Tu sens que les mouvements, du coup, vu qu'en plus ils tournent à la caméra épaule, ils sont très saccadés et ils sont encore plus... tu sens vraiment le corps. Après, c'est intéressant parce que du coup, ça crée un truc visuellement un peu dérangeant, mais intéressant. Mais voilà, non, il y a des choses qui sont très intéressantes dans ce petit point. Même le fait d'avoir utilisé des optiques anamorphiques, mais qui utilisent le anti-mump qui... Voilà, tu sais,
souvent quand tu fais des bascules de mise au point, ça déforme complètement, ça vient, Oui, ça vient déformer l'image. Ouais. Exactement. Et là, du coup, ils ont utilisé des optiques qui ne le font pas, donc très intéressant, puis ça colle effectivement au format. Voilà, c'est très encourageant pour la suite. Et donne pour envie l'instant, de voir le prochain. C'est une belle trilogie, assez solide pour ma part. Et alors, moins original que les 2 premiers, parce qu'on partait vraiment dans l'inconnu. Oui. Mais on reste sur quelque chose de très solide et des bons films qui s'intègrent bien à notre époque, je trouve, et qui sont assez sympas à voir. Moi, dans tous les cas, je suis pas un immense fan de cette saga, mais je trouve que, comme je le pressentais, comme j'avais aimé 28 semaines plus tard plus que le 28 jours, j'ai préféré celui qui n'est pas réalisé par Danny Boyle, parce qu'une réalisation plus simpliste, qui aborde des détails aussi plus intéressants. Moi, je trouve que Danny Boyle arrive à bien mettre le contexte en place rapidement, et ça, c'est une vraie force. Mais je trouve que les réalisateurs qu'il prend et réalisatrices après permettent de développer des sujets dans un monde qui a été présenté oui, juste avant, ouais, tout à fait. On en a donc fini avec cet épisode du Close-Up. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère vous avoir donné envie d'aller voir 28 ans plus tard le Temple des Morts de Nia DaCosta. On vous invite évidemment à aller écouter nos épisodes précédents déjà disponibles sur toutes les plateformes de streaming, notamment le Focus qui était réservé à 28 ans plus tard, 28 jours, 28 semaines et 28 ans plus tard. N'hésitez pas à noter le podcast sur les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien d'autres. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, YouTube, TikTok, @parlonsart.podcast. On fait plein de reels, on fait plein d'actu, donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre là-bas. Merci Ethan, c'était très sympa de discuter de ce film ensemble, et puis au final on a plein de choses à dire dessus, donc très intéressant. C'était en tout cas notre premier film de 2026, donc très sympa pour commencer l'année. C'était pas mon premier film, mais c'était... pas mon premier à moi. Mais c'était le premier qu'on voyait ensemble, en tout cas. C'est ça, en tout cas. Et on va se régaler cette année, j'espère. Complètement, et puis c'était cool de le voir au ciné. N'hésitez pas à aller vraiment le voir au ciné, parce que c'est des films à voir aussi en salle. C'était Parlons Art, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt. À bientôt.